Ce qui bloque la plupart des gens n'est pas un manque de capacité ni un défaut de caractère. Ce qui bloque, c'est une confusion intérieure silencieuse qui s'installe avec le temps. On croit que le problème vient de l'extérieur des circonstances des autres, du passé, mais en réalité, il se passe quelque chose de beaucoup plus subtil. Il y a une tension constante entre ce que l'on ressent et ce que l'on voudrait ressentir. Et cette tension, quand elle n'est pas comprise, finit par se transformer en irritabilité, en impatience, en colère diffuse, pas forcément une colère explosive, mais une agitation intérieure qui ne nous laisse jamais vraiment en paix. Vivre en paix ne signifie pas ne plus jamais ressentir de colère. C'est apprendre à ne plus être dirigé par elle, à ne plus lui donner les commandes sans même s'en rendre compte. Ce qui est frappant, c'est à quel point cette perte de contrôle est progressive. Personne ne se réveille un matin en décidant de devenir irritable ou tendu. Cela s'installe par petites touches. Un inconfort ignoré, une frustration répétée, des pensées qui tournent en boucle sans être remises en question. Le cerveau adore les automatismes. Il cherche à économiser de l'énergie en répétant les mêmes schémas. Et si ces schémas incluent des réactions de colère même légères, ils finissent par devenir la norme. On commence alors à réagir avant même de comprendre ce que l'on ressent. On parle plus vite, on s'agace plus facilement, on interprète les situations de manière plus négative. C'est pas une faiblesse, c'est un conditionnement. Il faut comprendre que la colère n'est pas le problème en soi. C'est une émotion naturelle, utile même dans certains contextes. Elle signale qu'une limite a été franchie, qu'un besoin n'est pas respecté, qu'une injustice est perçue. Le problème apparaît lorsque cette émotion devient automatique, lorsqu'elle surgit sans filtre, sans espace de recul. À ce moment-là, c'est plus une information, c'est une réaction qui nous enferme. Et plus on réagit ainsi, plus on renforce ce circuit. On croit se libérer en exprimant la colère, mais en réalité, on l'entretient. On la rend plus accessible, plus rapide, presque réflexe. Il y a un point essentiel que beaucoup de personnes découvrent trop tard. On ne contrôle pas la première impulsion émotionnelle. Elle apparaît, elle s'impose, mais on peut apprendre à ne pas la prolonger, à ne pas l'alimenter. Et c'est là que tout change l'émotion et la réaction. Il existe un espace très court, parfois presque imperceptible, mais réel. Et c'est dans cet espace que se joue la liberté. Foire la plupart du temps, cet espace est ignoré. On passe directement de la sensation à l'action. Mais lorsque l'on commence à ralentir, à observer, à reconnaître ce qui se passe intérieurement, cet espace s'élargit et avec lui la possibilité de choisir. Ce travail demande une forme d'honnêteté intérieure. Il ne s'agit pas de se convaincre que tout va bien, ni de masquer ce que l'on ressent. Au contraire, il s'agit d'entrer en contact avec ce qui est là, sans jugement, sans fuite. Beaucoup de réactions de colère sont en réalité des tentatives de protection. Derrière l'irritation, il y a souvent de la fatigue, de la peur, un sentiment d'impuissance ou de dévalorisation, mais grognement, ces émotions sont moins visibles, moins acceptées. Alors, le cerveau choisit la voie la plus rapide, celle de la réaction. Apprendre à vivre en paix, c'est ralentir suffisamment pour voir ce qui se cache derrière la première émotion. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette prise de conscience. Lorsque l'on comprend que l'on n'est pas obligé de suivre chaque pensée, chaque impulsion,
Grognement, on commence à reprendre une forme de pouvoir, non pas un contrôle rigide ou autoritaire, mais une capacité à orienter son attention, à choisir ce que l'on nourrit intérieurement. Car chaque fois que l'on entretient une pensée de colère, même discrète, on lui donne de l'énergie. Et à l'inverse, chaque fois que l'on choisit de ne pas s'y attacher, on affaiblit ce mécanisme. Ce processus n'est pas spectaculaire. Il ne transforme pas une vie en un jour, mais il agit en profondeur. Petit à petit, les réactions deviennent moins automatiques, les émotions moins envahissantes, l'esprit plus stable. On commence à ressentir des moments de calme là où auparavant il n'y avait que de la tension. Et ce calme n'est pas fragile. Il grognement ne dépend pas de l'absence de problème. Il vient d'un rapport différent à ce qui se passe en soi. Grognement, et c'est là que commence véritablement la paix intérieure. Ce qui entretient cette difficulté à rester en paix, c'est en grande partie l'activité mentale elle-même. Le flux de pensée est constant, rapide, souvent incontrôlé. On peut passer des heures à ruminer sans même s'en rendre compte. Grognement. Le cerveau produit une quantité impressionnante de pensées chaque jour et une grande partie d'entre elles sont répétitives. Ce ne sont pas des pensées nouvelles, mais des boucles déjà connues, des interprétations anciennes qui reviennent encore et encore. Et lorsque ces pensées sont teintées de jugement, de frustration ou d'anticipation négative, elles alimentent directement l'état émotionnel. La colère ne surgit pas uniquement des événements extérieurs. Elle est très souvent construite et amplifiée par ce que l'on se raconte intérieurement. Et il y a un mécanisme important à comprendre ici. Une pensée n'est pas neutre. Elle a un impact direct sur le corps, sur le système nerveux. Lorsqu'une pensée interprète une situation comme injuste, menaçante ou irritante, le corps réagit immédiatement. Le rythme cardiaque change, la tension musculaire augmente, la respiration devient plus courte et ces signaux corporels renforcent à leur tour l'émotion. C'est un cercle qui s'auto-alimente. Plus on pense d'une certaine manière, plus on ressent. Et plus on ressent, plus on pense dans le même sens. Sans intervention consciente, ce cycle devient automatique. Grognement, beaucoup de personnes croient qu'il suffit de penser positif pour sortir de ce type de schéma, mais cela ne fonctionne pas ainsi. Remplacer une pensée par une autre sans comprendre le mécanisme sous-jacent ne fait que déplacer le problème. Il ne s'agit pas de lutter contre ces pensées ni de les supprimer. Il s'agit de changer la relation que l'on entretient avec elles. Apprendre à observer une pensée sans s'y identifier immédiatement, sans la prendre pour une vérité absolue. Cette distance change tout, car dès que l'on cesse de croire systématiquement ce que l'on pense, on réduit considérablement l'impact émotionnel. Un autre élément qui renforce la réactivité émotionnelle, c'est l'état de vigilance du cerveau. Certaines zones cérébrales, notamment celles liées à la détection du danger, sont extrêmement sensibles. Leur rôle est de protéger, d'anticiper les menaces. Mais dans un environnement moderne, ces mécanismes s'activent souvent pour des situations qui ne sont pas réellement dangereuses. Une remarque, un regard, un message mal interprété peuvent suffire à déclencher une réaction disproportionnée. Et lorsque ce système est activé de manière chronique, il réduit la capacité de réflexion. On devient plus impulsif, plus réactif, moins capable de prendre du recul.
Cela explique pourquoi certaines personnes ont l'impression de perdre le contrôle dans certaines situations. C'est pas un manque de volonté, c'est un état biologique. Lorsque le système émotionnel prend le dessus, les capacités de régulation diminuent. Et plus cet état est fréquent, plus il devient familier. Le cerveau apprend à fonctionner ainsi. Il privilégie la réaction rapide plutôt que l'analyse et à long terme. Cela crée une forme d'épuisement mental, car être constamment en alerte demande beaucoup d'énergie. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fonctionnement peut être modifié. Le cerveau a une capacité d'adaptation remarquable. Grognement, il peut apprendre de nouveaux modes de fonctionnement, créer de nouveaux automatismes, mais cela nécessite une intervention consciente et répétée. Il ne suffit pas de comprendre intellectuellement le problème. Il faut pratiquer, expérimenter, revenir encore et encore à cette capacité d'observer plutôt que de réagir. C'est un entraînement au même titre qu'un apprentissage physique. Il est également important de reconnaître l'impact de l'environnement. La manière dont on vit au quotidien influence directement l'état mental. Un environnement saturé de sollicitations, d'écrans, d'informations rend beaucoup plus difficile le maintien d'un esprit calme. Chaque interruption, grognement, chaque notification fragmente l'attention et une attention. Fragmentée est plus vulnérable aux réactions émotionnelles et le cerveau n'a plus le temps de se stabiliser. Il passe constamment d'un stimulus à un autre, ce qui favorise l'irritabilité et la fatigue mentale. À cela s'ajoute un autre facteur souvent sous-estimé, l'absence de direction claire. Lorsque l'on ne sait pas vraiment vers quoi l'on avance, l'esprit a tendance à errer. Il se perd dans des pensées inutiles, dans des scénarios imaginaires, dans des préoccupations sans fin. Cette dispersion mentale rend plus difficile la régulation émotionnelle, car sans orientation, l'attention se fixe plus facilement sur ce qui dérange, sur ce qui manque, sur ce qui ne fonctionne pas. Avoir une forme de clarté même simple aide à stabiliser l'esprit et cela donne un point d'ancrage, une direction vers laquelle revenir lorsque les pensées commencent à s'emballer. Ce que l'on découvre progressivement, c'est que vivre en paix ne dépend pas uniquement de ce qui se passe autour de soi, mais surtout de la manière dont on interagit avec son propre fonctionnement mental. C'est pas une question de perfection ni de contrôle absolu. C'est un apprentissage progressif, une manière différente de se positionner face à ses pensées, à ses émotions, à son environnement. Et c'est cette posture intérieure qui va permettre peu à peu de sortir des réactions automatiques et de retrouver une forme de stabilité. Lorsque l'on commence à observer ce fonctionnement intérieur, une évidence apparaît. On ne peut pas attendre que le calme vienne tout seul. Grognement, il faut créer les conditions pour qu'il s'installe. Et cela passe par des choix très concrets, très simples en apparence, mais qui ont un impact profond sur le long terme. La première chose à comprendre que le début de la journée joue un rôle déterminant. Les premières minutes après le réveil sont un moment particulier. L'esprit est encore influençable, moins saturé, plus réceptif et ce que l'on fait à ce moment-là va orienter tout le reste de la journée. Beaucoup de personnes commencent leur journée en se plongeant immédiatement dans les sollicitations extérieures, téléphone, messages, informations, réseaux. Dès les premières minutes, l'attention est captée, dirigée vers l'extérieur et cela crée une forme de dépendance dès le départ. L'esprit n'a pas eu le temps de se poser, de se recentrer. Il est déjà entraîné dans un flux qui ne lui appartient pas.
Ce type de démarrage favorise l'agitation mentale. Il augmente la probabilité de réaction impulsive, d'irritabilité, de dispersion. Il est donc essentiel de créer ce que l'on pourrait appeler un ancrage matinal, quelque chose de simple mais intentionnel. Quelques minutes où l'on choisit consciemment de ne pas se laisser envahir. Cela peut être une respiration plus lente, une attention portée au corps, une réflexion calme sur la journée à venir. Ce n'est pas une question de performance ni de discipline rigide. C'est un espace que l'on se donne pour reprendre contact avec soi-même avant de se confronter au monde extérieur. Ce moment agit comme une base. Il stabilise la tension, il apaise le système nerveux, il crée une forme de clarté intérieure. Au-delà du matin, il y a un autre levier tout aussi important, la capacité à s'arrêter dans la journée. Pas attendre d'être épuisé ou débordé, mais créer volontairement des pauses. De très courtes pauses, parfois quelques secondes suffisent. Ce sont des moments où l'on interrompt l'automatisme, où l'on revient à soi, où l'on observe ce qui est en train de se passer. À quoi pense-t-on? Dans quel état est-on? Est-ce que l'on est en train de réagir ou simplement d'observer? Ces questions posées régulièrement permettent de reprendre progressivement le contrôle de son. Attention, grognement. Ces pauses ont un effet cumulatif pris isolément. Elles semblent insignifiantes, mais grognements répétés plusieurs fois par jour. Elles modifient profondément la relation que l'on entretient avec ses pensées. Grognements, elles créent des micro-espaces de conscience et ce sont ces espaces qui empêchent les réactions automatiques de s'enchaîner sans interruption au lieu d'être emportées par chaque émotion. On commence à voir venir les mouvements intérieurs et cette anticipation change la manière de répondre. Grognement. Un autre élément fondamental dans cet apprentissage, c'est la capacité à rester en présence de ce qui se passe sans chercher à fuir immédiatement. La plupart du temps, dès qu'une émotion inconfortable apparaît, le réflexe est de s'en détourner. On se distrait, on évite, on cherche à faire disparaître. Mais cette fuite renforce le problème, car l'émotion n'est pas traitée. Elle reste active en arrière-plan et elle réapparaît plus tard, souvent de manière plus intense. Apprendre à rester avec une sensation même désagréable sans réagir immédiatement est une compétence essentielle. Cela demande de la patience, une certaine tolérance à l'inconfort. Mais c'est précisément ce qui permet de désactiver les réactions excessives. Lorsque l'on observe une émotion sans l'alimenter, sans y ajouter des pensées, elle perd progressivement de son intensité. Elle suit son cours naturel, elle monte, puis elle redescend. Ce processus est souvent plus rapide que ce que l'on imagine, mais il nécessite de ne pas intervenir de manière impulsive. Ce travail de présence peut être soutenu par des pratiques très simples, comme l'attention portée à la respiration. La respiration est un point d'ancrage accessible à tout moment. Elle permet de revenir au corps, de ralentir le rythme, de stabiliser la tension lorsque l'esprit s'emballe. Revenir à la respiration permet de créer une distance immédiate avec le flux de pensée. C'est pas une solution magique, mais c'est un outil extrêmement efficace pour interrompre les automatismes avec le temps. Ces différentes pratiques créent une transformation progressive. L'esprit devient moins réactif, plus stable. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles prennent moins de place. Elles deviennent plus lisibles, moins envahissantes
et surtout, elle ne dicte plus systématiquement les comportements. On retrouve une forme de liberté intérieure, non pas en supprimant ce que l'on ressent, mais en changeant la manière dont on y répond. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce changement ne repose pas sur un effort ponctuel, mais sur une régularité. Ce sont les petites actions répétées chaque jour qui transforment le fonctionnement mental. Il ne s'agit pas de tout changer d'un coup, mais de modifier progressivement les habitudes. Chaque moment où l'on choisit d'observer plutôt que de réagir renforce cette nouvelle manière d'être, et avec le temps, ce qui demandait un effort devient plus naturel. Ce qui complique souvent ce travail intérieur, c'est l'illusion que l'on doit aller vite, que le changement doit être immédiat. Pour être valable, beaucoup de personnes s'imposent des objectifs trop ambitieux dès le départ. Grognement, elles veulent transformer leur réaction du jour au lendemain, ne plus ressentir de colère, rester calme en toutes circonstances grognement, et face à l'impossibilité de maintenir ce niveau d'exigence, elles abandonnent. C'est pas un manque de motivation, c'est une mauvaise compréhension du processus. Le cerveau ne se transforme pas dans l'intensité, mais dans la répétition. Il y a une forme de sagesse dans les petits gestes répétés. Faire peu, mais le faire régulièrement, a un impact bien plus profond que des efforts ponctuels et intenses. Chaque fois que l'on choisit de ralentir, d'observer, de ne pas réagir immédiatement, on modifie légèrement le fonctionnement interne, et ces modifications accumulées sur la durée finissent par créer de nouveaux automatismes. C'est un travail discret, presque invisible au début, mais extrêmement puissant sur le long terme. Il est également essentiel d'introduire une forme de bienveillance dans cette démarche. Vouloir contrôler sa colère en se jugeant constamment ne fait qu'ajouter une couche de tension supplémentaire. Beaucoup de personnes deviennent dures avec elles-mêmes lorsqu'elles constatent qu'elles réagissent encore de manière impulsive. Elles se reprochent leur manque de maîtrise, elles se critiquent, elles se comparent. Grognement. Mais cette attitude alimente exactement ce que l'on cherche à apaiser. La pression intérieure nourrit la réactivité. Apprendre à se parler différemment est une étape clé. La manière dont on commande ses propres réactions influence directement l'état émotionnel. Si après un moment de colère, on se dit que l'on est incapable, que l'on ne progresse pas, que l'on échoue, on renforce le sentiment d'impuissance. En revanche, si l'on observe ce qui s'est passé avec curiosité, sans jugement, en cherchant à comprendre plutôt qu'à condamner, eh bien, on ouvre un espace d'apprentissage. Chaque réaction devient alors une information, un indicateur plutôt qu'une preuve d'échec. Ce travail d'observation permet également de mettre en lumière des pensées profondes, souvent inconscientes, qui influencent les réactions. Il y a des idées que l'on porte depuis longtemps, parfois depuis l'enfance, qui façonnent la manière dont on perçoit les situations, des pensées comme je dois être respecté à tout moment, on ne doit pas me contredire, je dois tout contrôler. Ces croyances, lorsqu'elles ne sont pas questionnées, créent une rigidité intérieure. Et dès qu'une situation ne correspond pas à ces attentes, la réaction émotionnelle est immédiate. Prendre conscience de ces pensées est déjà un premier pas, mais il est tout aussi important de les interroger. Sont-elles toujours vraies? Sont-elles réalistes? Sont-elles utiles? Dans de nombreux cas, on découvre qu'elles ne sont que des constructions mentales, des interprétations figées qui ne correspondent plus à la réalité actuelle.
Les remettre en question permet de relâcher la pression intérieure. Cela introduit plus de souplesse, plus de nuances dans la manière de percevoir les événements. Il y a aussi une dimension corporelle que l'on ne peut pas ignorer. La colère ne se manifeste pas uniquement dans la tête, elle s'inscrit dans le corps. Tension dans la mâchoire, crispation dans les épaules, respiration bloquée, agitation. Apprendre à reconnaître ces signaux précoces est essentiel, car ils apparaissent souvent avant même que la réaction consciente ne se déclenche en portant attention à ces sensations. On peut intervenir plus tôt avant que l'émotion ne prenne toute la place. Le corps devient alors un allié. Il envoie des signaux. Il informe, il permet d'anticiper. Et lorsque l'on répond à ces signaux, par exemple en relâchant la tension, en ralentissant la respiration, en modifiant légèrement sa posture, on agit directement sur l'état émotionnel. Ce lien entre le corps et l'esprit est fondamental. Il montre que le contrôle de la colère ne passe pas uniquement par la réflexion, mais aussi par une écoute fine des sensations physiques. Progressivement, cette attention au corps et aux pensées crée une forme de cohérence intérieure où les réactions deviennent moins brusques, plus ajustées. On ne supprime pas les émotions, mais on apprend à les traverser sans s'y perdre. Et cette capacité à rester présent, même dans l'inconfort, est l'un des fondements les plus solides de la paix intérieure. Elle ne dépend pas des circonstances. Elle se construit de l'intérieur par une pratique régulière et consciente. Il existe un point souvent sous-estimé dans ce travail et pourtant il influence profondément la manière dont on vit ses émotions. C'est l'environnement dans lequel on évolue. On a tendance à penser que tout se joue à l'intérieur, dans la volonté, dans la capacité personnelle à gérer ses réactions. Et en réalité, le contexte dans lequel on vit peut soit soutenir cet équilibre, soit le fragiliser en permanence. Un environnement saturé de sollicitations, de tensions ou de désordre rend beaucoup plus difficile l'accès au calme intérieur. L'espace physique, par exemple, joue un rôle bien plus important qu'on imagine. Un lieu encombré, bruyant, visuellement chargé sollicite constamment l'attention. Le cerveau reste en alerte, il traite des informations en continu, même de manière inconsciente. Cela crée une forme de fatigue cognitive qui favorise l'irritabilité. À l'inverse, un espace plus simple, plus apaisé permet au système nerveux de se détendre. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais de créer des conditions qui facilitent la présence et la clarté. Et le même phénomène se retrouve dans l'environnement numérique. Les écrans, les notifications, les flux d'informations permanents sollicitent sans cesse l'attention. Chaque interruption, même brève, fragmente la concentration. Et cette fragmentation empêche l'esprit de se stabiliser. Lorsque l'attention est constamment dispersée, elle devient plus vulnérable aux réactions émotionnelles. La moindre frustration prend plus d'ampleur. La moindre contrariété déclenche une réaction plus rapide. Réduire cette surcharge ne demande pas des changements radicaux, mais des ajustements conscients. Limiter certaines notifications, créer des moments sans écran, organiser différemment l'accès aux applications. Ces gestes simples permettent de retrouver une forme de continuité dans l'attention. Et cette continuité est essentielle pour développer une présence plus stable, moins réactive. Il y a également l'environnement relationnel qui influence directement l'état intérieur. Les personnes avec lesquelles on passe du temps participent à façonner la manière dont on pense et dont on ressent. Certaines interactions apaisent, soutiennent, encouragent.
D'autres, au contraire, génèrent de la tension, de la comparaison, de la frustration. Sans s'en rendre compte, on s'adapte à ces dynamiques et à force de fréquenter des environnements où la réactivité est élevée, on finit par adopter le même rythme intérieur. Cela ne signifie pas qu'il faut s'isoler ou couper les liens, mais il est important de devenir attentif à l'impact de certaines relations. Apprendre à identifier ce qui nourrit l'équilibre et ce qui le fragilise, et surtout apprendre à poser des limites simples, claires, respectueuses. Dire lorsque c'est nécessaire, se préserver lorsque l'énergie diminue, choisir avec plus de conscience les situations dans lesquelles on s'engage. Poser des limites est souvent perçu comme difficile, voire inconfortable. Cela peut générer de la culpabilité, la peur de décevoir ou de créer des tensions. Mais en réalité, l'absence de limites crée un déséquilibre beaucoup plus profond. Lorsque l'on accepte constamment ce qui ne nous convient pas, on accumule de la frustration et cette frustration finit presque toujours par se transformer en irritabilité ou en colère. Poser des limites. C'est donc aussi une manière de prévenir ces réactions, de préserver une forme de stabilité intérieure. Il y a également une autre illusion très répandue, celle qu'elle, il faudrait constamment être actif, productif, occupé. Cette agitation permanente est valorisée, encouragée, presque normalisée, mais elle a un coût, un esprit constamment sollicité, sans espace de repos, devient plus fragile, plus réactif, moins capable de prendre du recul. Souffle coupé, le repos n'est pas un luxe ni une récompense. C'est une nécessité pour maintenir un équilibre mental. Et il est important de distinguer le repos véritable des formes de distraction. Passer du temps devant un écran, naviguer d'une information à l'autre, ne permet pas au cerveau de récupérer réellement. Au contraire, cela prolonge la stimulation. Le repos véritable implique un ralentissement, une diminution des sollicitations, une attention plus douce, marcher sans objectif, s'asseoir en silence, laisser l'esprit se déposer. Ces moments, même courts, permettent au système nerveux de se réguler. Le sommeil joue également un rôle fondamental. Un manque de sommeil altère directement la capacité à réguler les émotions. Il rend réaction plus rapide, plus intense, moins contrôlée. Lorsque le cerveau est fatigué,